Moi, en fait, ce que je me dis, c'est que c'est hyper important de se poser cette question de la culture d'entreprise. Je pense que c'est aujourd'hui ne pas le faire, on rate quelque chose d'un point de vue employeur, c'est sûr. Mais je dirais en fait que c'est plus suffisant. Donc, pour moi, en fait, il faut aller au-delà de la culture d'entreprise. Je pense qu'il faut justement s'intéresser à son modèle d'affaires carrément et d'aller du coup un cran plus loin encore et de se dire qu'est-ce que je peux faire. Salut à tous, je suis Vincent Aboyance et vous êtes sur Harmony Inside, le podcast du collectif Be Harmoniste, sur lequel j'interviewe des dirigeants qui ont réussi à allier succès business et culture entreprise exceptionnelle. Bonne écoute à tous. Hello Charlène. Bonjour. Comment ça va ? Ça va Vincent et toi ? Ouais, ça va super. Bah, écoute, merci de m'accueillir chez Actionnable dans des super locaux un peu cachés dans le 3e arrondissement. Tu t'attends pas du tout à trouver ça quand tu passes ta porte de l'immeuble. Donc exact. Vous avez des super locaux, donc c'est super cool d'être là. Ouais, une belle verrière pour accueillir, très sympa. Exactement, ceux qui nous écoutent peuvent commencer à se projeter. En plus, il fait très beau, il y a plein de soleil, etc. Donc, on n'est pas trop malheureux chez Actionnable. Bah écoute, sans transition, pour commencer, et pour ceux qui nous écoutent et qui te connaissent pas encore, est-ce que tu peux commencer par te présenter ? Oui, bien sûr. Donc moi, je suis Charlène Deloison, j'ai 37 ans, je suis belle maman de 2 filles, je suis tata aussi de jumeaux et je suis ravie de tout ça. Et sinon, d'un point de vue professionnel, j'ai commencé ma carrière chez Accenture, j'ai travaillé en tant que RH, toujours sur la partie gestion de carrière pendant à peu près 10 ans. J'ai fait un rapide passage éclair dans une filiale privée de la RATP et j'ai été contactée du coup il y a quelques temps maintenant pour arriver chez Actionnable. Actionnable, du coup, je suis la directrice RH et RSE aussi depuis peu. Super. Et du coup, effectivement, t'es retourné très vite à tes premières amours du coup du conseil, puisque on va en parler. Actionnable, c'est un cabinet de conseil, mais pas n'importe quel cabinet de conseil en management. Et alors, du coup, ça pour le coup, il y a une transition. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter ce que fait Actionnable, comme si vraiment j'y connaissais absolument rien, quoi. Ok, on va essayer. Actionnable, pour rapidement l'histoire, c'est que ça s'est créé en 2016 et on est spécialisé depuis le début dans la data et l'intelligence artificielle. Donc c'est du conseil où on va accompagner des entreprises à se servir de leurs données pour répondre à des problématiques qu'ils peuvent avoir. Et depuis, je pense, un point qui est hyper important quand on parle d'Actionnable, depuis 2019, on s'est transformé. Et du coup, aujourd'hui, on répond toujours grâce à l'intelligence artificielle et à la data, mais on met ça au service du développement durable. Donc c'est ça vraiment notre cœur de métier, et c'est quelque chose qui est assez pionnier dans le domaine du conseil. Effectivement, c'est la première chose qu'on voit quand on découvre, ne serait-ce que votre site web. Tout à fait. Comme tout bon podcasteur, je connais évidemment par cœur toutes les entreprises possibles en France et au moins sur la place parisienne. Non, évidemment, alors l'agence Raoul qu'on salue, qui travaille avec vous et qui m'a recommandé de t'interviewer, évidemment, j'ai fait comme tout le monde, j'ai fait Google et je suis allé voir. Et en fait, ce qu'on voit direct, c'est que vous êtes Bicorp, on voit direct votre manifesto, votre raison d'être, etc. Exactement. Donc justement, si on revient à la jeunesse de ça en 2019, pourquoi cette transformation ? Parce qu'au final, vous auriez très bien pu être un cabinet de data et d'IA, et comme il y en a plusieurs sur la place, ils arrivent à survivre, quoi. Enfin, ça se passe quand même plutôt bien. Non, c'est clairement le cas. Nous, à l'été 2019, en fait, avec le CODIR, on se pose des questions sur notre activité. On essaie de faire un refresh de notre stratégie de manière assez régulière, mais là, ça a pris un tournant qui a été décisif du coup pour l'entreprise. Donc, on est parti au vert et on s'est posé la question de comment nous, avec notre positionnement de data et IA, on pouvait se spécialiser davantage. Et à ce moment-là, on avait identifié un peu 2 options qui semblaient peut-être les plus classiques, on va dire. On pouvait partir sur travailler pour un secteur en particulier. On avait réfléchi au secteur des services financiers, par exemple. Ce qui n'est pas une surprise dans le conseil. Ils sont des énormes consommateurs. Exact. Et du coup, l'autre option qui aurait pu être aussi assez un peu classique, c'était qu'on se spécialise plutôt sur notre cœur de métier, donc notre expertise, et du coup de partir sur, par exemple, l'utilisation du NLP, donc une technique de data science. Et du coup, NLP, tu me veux pas, je décrypte les acronymes. Mais je sais que tu le sais. Donc, mais tout le monde, tous ceux qui nous écoutent ne savent pas. C'est Natural Language Processing. C'est, en gros, c'est une IA qui va être capable de lire et de comprendre du texte ou même de la voix, j'imagine. Exact. Alors ouais. Maintenant, ça doit commencer à arriver. Oui, bien sûr. Ça permet de faire des synthèses, des trucs grâce à l'IA, au lieu de passer du temps à les faire toi-même. De manière individuelle. Exactement.
Donc du coup, ces deux solutions, elles nous plaisaient pas plus que ça. Enfin, on avait une équipe quand même qui était beaucoup plus large que ça. À la fin, on traitait d'autres secteurs d'activité, et puis on aimait plutôt bien les autres aussi. Et puis côté d'un point de vue technique, de se spécialiser, ça répondait pas forcément non plus à une attente de notre équipe. Ça veut dire que si tu dis à tous ceux qui font pas du NLP, au revoir. Forcément, ils vont pas être très contents. Ouais. Ça avait un peu de conséquences, très fortes même. Et donc face à ça, en fait, de manière très très naturelle, on est très vite arrivé à au fait de justement utiliser notre connaissance, mais pour quelque chose qui avait de l'impact, qui avait du sens. Et donc ce choix de ce nouveau positionnement, qui est vraiment, qui nous a tous marqués, tous intéressés, tous emballés depuis le début, depuis la première fois que ça a été évoqué. Et ça venait vraiment de pas mal de choses qui commençaient déjà à ressortir. On avait fait une enquête juste avant avec notre équipe qui du coup soulignait ce besoin de retrouver un peu plus de sens dans leur travail. On commençait aussi à échanger avec des scientifiques vraiment au niveau de la recherche, etc., où ils identifiaient en fait de quelle manière du coup la data science pouvait répondre à des enjeux du développement durable. Et du coup on a fait pas mal de veille à ce moment-là, etc. Tout concordait en fait sur ça. On faisait également une première mission qui commençait à être plutôt bien colorée avec ce qu'on aimerait faire, où on accompagnait en fait une mutuelle pour aider à mieux détecter des fragilités de leurs assurés. Et on trouvait que c'était déjà un genre de mission qui nous correspondrait bien. Donc très content de ce choix-là. Et puis après, je sais pas si ça intéresse, mais on pourra... Mais si, justement, c'est extrêmement intéressant, parce qu'en fait, là-dedans, tu fais quand même un vrai choix de repositionnement, tu fais un choix aussi de culture entreprise, puisque tu vas aller derrière, tu t'as formalisé derrière une raison d'être, etc. Et c'était quoi l'élément déclencheur de ce moment où on se dit là il faut qu'on se repositionne, parce que finalement ça semble partir d'une logique très business aussi, quoi. Oui. Vous êtes pas juste dit ça serait bien d'être plus gentil et de faire du bien à la planète, ce qui est déjà très bien, hein, mais en fait c'était à la fois business et quand même on s'est beaucoup concentré sur comment justement on pouvait améliorer notre marque employeur et comment l'équipe on pouvait la fidéliser davantage. Et c'est vrai que quand on a identifié ce sujet du développement durable, on s'est dit mais c'est sûr qu'avec ce positionnement-là, on aura beaucoup moins de problèmes pour recruter des profils et pour retenir du coup et maintenir et fidéliser notre équipe en place. Donc ça a été effectivement business, mais en ayant identifié que assez vite ça aurait des impacts très importants, intéressants d'un point de vue humain aussi. Et alors je reviens sur le côté, on fait de la data science et de l'IA, on le met au service du développement durable, et on donne du sens à travers ça. Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement ce que c'est, nous donner peut-être des exemples, parce que si tu veux, je sais que pour des gens, quand on parle de data science, on imagine quelqu'un, tu sais, un peu un hacker avec un peu la capuche devant un ordinateur où il y a que des lignes de code vertes à la Matrix. Oui. Concrètement, c'est pas ça, mais est-ce que du coup tu peux un peu rendre ça compréhensible, ça peut être encore un peu nébuleux pour pas mal de gens, quoi. Ouais. Alors peut-être que c'est de parler plus de types de problématiques qu'on peut être amené à traiter. Des cas d'usage, comme ça, qu'on voit ce que ça permet de faire, en fait. Ouais, complètement. Pour parler de l'activité d'actionnable, en gros, nous, on est un peu sur, je dirais, 3 types d'activités aujourd'hui. On va être sur des sujets très, justement, très orientés développement durable, où là, du coup, par moment, on va être sur de la donnée, mais de la donnée moins orientée intelligence artificielle. Mais là, on va traiter de sujets autour de carbone, de performance énergétique, des sujets vraiment purs développement durable que pourraient faire d'autres cabinets de conseil orientés développement durable. On a l'activité qui est de l'autre côté, je dirais, et qui utilise purement notre cœur d'expertise, qui est la data et l'IA. Et celle-là, on va plutôt vouloir travailler avec des entreprises qu'on identifie comme vraiment des acteurs de la transition, donc des ONG, mais pas que, des énergéticiens dans l'eau, tout un tas l'éolien ou autre. Et donc du coup là on va vraiment utiliser ce cœur de métier pour adresser des problématiques de ces secteurs-là. Et enfin on a vraiment le rassemblement des deux, donc là où on va avoir des missions qui vont être vraiment à 100% développement durable et data IA, où là c'est vraiment répondre à des cas d'usage. Et ça je pense un ou deux pour vraiment expliciter. On va par exemple aider à prédire
pour un acteur de l'assurance à prédire des événements de sécheresse, par exemple. Donc après, tous les impacts que ça aura d'un point de vue business pour eux, mais du coup, qui sont vraiment liés à la résilience climatique. Et puis, pour citer un autre exemple, donc juste pour préciser, quand on dit prédire, c'est vraiment utiliser la donnée et des algorithmes qui vont nous permettre du coup à évaluer des possibilités que les événements des probabilités, ce qui eux derrière en tant qu'assureurs ils vont factoriser dans leur modèle actuariel pour entrer dans la technique, etc. C'est exactement et c'est comme ça qu'ils tarifient derrière, quoi. C'est exactement ça. Et de l'autre côté, on a par exemple un autre sujet pour un tout autre type de secteur, pour les médias. Là en ce moment, on accompagne un regroupement de médias pour les aider à créer un outil qui va leur permettre de mieux détecter mieux identifier et mieux checker les fausses nouvelles environnementales, en fait. Donc en gros, c'est faire du fact-checking de sujets environnementaux. Donc là, ça veut dire que déjà, on doit cadrer énormément le sujet. Donc on a des équipes qui sont à la fois très orientées business, qui vont être accompagner vraiment les médias à comprendre qu'est-ce que ça veut dire, etc. Et derrière, du coup, toute la partie solutions et techniques qu'on va pouvoir développer pour eux. Et c'est un gros chantier sur lequel... C'est hyper intéressant pour le coup. Ouais, vraiment. L'équipe est hyper ravie, effectivement, de travailler sur ce genre de sujet. Ouais, c'est clair, c'est un super projet. Et justement, je reviens sur ce positionnement-là. Est-ce que vous preniez pas un risque à l'époque de décider de vous positionner que là-dessus? Parce que de fait, quand tu passes de généraliste à quelque chose qui est un peu plus niché, tu peux te dire je vais perdre la moitié de mon business, même si peut-être derrière ce sera plus pointu, etc. Mais comment vous avez vécu ça, quoi? Ouais, non, mais c'est clairement une bonne question. Donc c'est vrai que on s'est dit que ça serait super qu'on fasse ça, mais derrière d'un point de vue business, c'était une réelle prise de risque. Et encore aujourd'hui, on peut pas dire que 100% de notre activité est orientée développement durable. On a fait un gros chemin, mais il nous reste encore une bonne moitié de chemin à réaliser. Et donc du coup, ça veut dire qu'on doit toujours on s'est toujours tenu à ce que justement notre business soit pérenne, donc on a continué aussi à travailler sur d'autres activités qui n'étaient pas avec cette finalité durable, et du coup c'est trouver le bon équilibre en fait entre d'un point de vue business en tout cas, de trouver le bon équilibre entre creuser ce marché-là et cette niche-là qu'on a identifiée, et en même temps arriver à continuer à avoir la même équipe et à continuer à grandir en parallèle de tout ça. Et après, il y avait un autre risque qu'on n'avait pas forcément bien identifié. C'est aussi l'exigence des talents qui allaient nous rejoindre. Complètement. Je vais te dire, du coup, comment tu fais cette promesse-là, entre guillemets, à quelqu'un, il te rejoint, et puis tu le mets sur, je sais pas, traitement de data pour... je sais pas, un truc qui a rien à voir, quoi, entre guillemets. Comment tu gères ça, quoi? Ouais, en fait, je pense qu'on peut se dire qu'on s'est un petit peu planté au départ sur ça. Nous, on s'est imaginé que cette transformation, peut-être qu'on était un peu trop positif, optimiste, et du coup, on s'est plutôt imaginé à faire cette transformation qui serait beaucoup plus rapide, etc. Et donc, c'est vrai que tous les recrutements qu'on a fait à ce moment-là, on leur parlait de projet à finalité durable, et du coup ça a fonctionné plutôt bien, les gens nous ont rejoints. C'est sûr. Mais du coup après l'arrivée et la prise de conscience du coup de cette deux types de projets, des projets qui vont être un peu moins alors on fait pas de missions non plus qui vont contre l'environnement, on va parler de ça, parce que c'est plutôt quand même neutre, mais du coup ça a été difficile à un moment donné d'expliquer que ça allait prendre plus de temps que ce que même nous on avait anticipé. Donc c'était, je pense, un risque qui existait, mais qu'on avait peut-être assez mal identifié au départ. Et alors du coup maintenant tu fais 3 ans après, c'est quoi les effets que tu vois et comment t'as géré, entre guillemets, et collectivement dans l'équipe, comment vous avez géré ces deux risques-là? Ouais, d'un point de vue business, c'est de se dire que déjà qu'on accepte de continuer à faire certaines missions, certaines activités, et d'accompagner nos clients qui sont historiques. Et aujourd'hui, ce qu'on met en place par exemple, c'est de quand on est face à une demande d'un nouveau client ou d'un nouveau prospect qui du coup ne répondrait pas à cette exigence de finalité durable, on s'est dit deux choses. On s'est dit, est-ce que de notre point de vue ça va nécessiter pas mal d'investissement pour répondre à une proposition commerciale. Si c'est pas le cas, si ça nous demande du coup pas beaucoup de temps, alors on va commencer peut-être à regarder, mais surtout répondre à la deuxième question qui est, est-ce que ça va nous apporter des compétences au-delà de tout ça? Et donc si ça nous permet de monter en compétences encore sur un sujet de data IA,
même si c'est pas du coup développement durable, alors on peut accepter de encore répondre à cette activité-là. Mais il faut pas que ça soit un projet de très long terme, quoi que ce soit. Enfin, il y a plein d'autres petites règles qu'on s'est fixées. Mais ça, c'est pour répondre du coup à la partie business. Ouais. Et pour répondre à la partie plus équipe, aujourd'hui, on implique déjà beaucoup plus l'équipe. On est hyper transparent, on leur partage notre alors j'ai le mot anglais, mais pipe d'opportunité. Ok, j'ai le pipe d'opportunité. C'est juste la liste des missions potentielles. Voilà, c'est ça, exactement. C'est pas que ça plus à dire. C'est ça. Du coup, on leur partage tout. Je pourrais en reparler aussi peut-être un petit peu, mais on les intègre vraiment dans notre gouvernance et aussi, on partage énormément, on communique beaucoup auprès de l'équipe pour qu'ils sachent comment notre activité évolue, le type de mission qu'ils vont pouvoir avoir, etc. Donc il y a cet aspect-là. Et puis auprès des candidats, c'est vraiment l'aspect d'être plus, on va dire, réaliste sur ce qu'on peut proposer et donc du coup d'être capable de dire que on a à la fois des missions qui aujourd'hui répondent parfaitement à notre positionnement et qui sont à finalité durable et puis d'autres qui le sont pour l'instant moins, mais qu'on essaye d'accompagner nos clients pour s'orienter vers ces sujets-là et on met tout notre activité de développement commercial vraiment orientée sur la finalité. Oui, aujourd'hui tu joues la carte de la transparence avec un certain principe de réalité en fait quoi. Enfin, c'est ça. Ce qui logiquement doit être plutôt bien reçu. Oui, complètement. Ouais. Même les gens, pour certains, on contacte et on leur partage ça. Ils me disent que c'est même plutôt, ils apprécient plutôt la démarche. Plutôt d'essayer de vendre du rêve. Exactement. Ouais. Et puis je pense que l'arrivée est un peu moins compliquée du coup. Oui, forcément. Mais il y a un truc dont on n'a pas parlé parce que dans ces engagements que vous avez pris, quand on s'est parlé pour préparer cet épisode, il y a un truc que tu as dit qui m'a marqué, c'est que vous refusez des clients. Vous avez une politique d'exclusion sur certains clients qui est liée à vos engagements et je suis hyper intéressé que tu nous racontes ça parce que pour le coup c'est très rare à voir en fait, notamment dans le métier du conseil. Ouais. Oui, c'est effectivement nous pour expliquer un petit peu la démarche de déjà pourquoi mettre en place une politique d'exclusion, c'est que depuis le début quand on a choisi ce positionnement-là, qu'on n'est pas des natifs du développement durable, on s'est dit il faut absolument que on montre patte blanche et du coup qu'on soit hyper exemplaire dans tout ce qu'on va faire. Et donc on a identifié différentes choses qui nous permettent de dire que c'est pas nous qui décidons, on veut pas faire du greenwashing, mais que c'est des labels extérieurs ou des instances qui vont pouvoir nous confirmer en fait que oui, on est dans la bonne voie et que on se préoccupe vraiment du sujet. Ça c'est Bicorp. Et ça c'était les Bicorp, c'était la toute première action. Ouais, exactement. Et après sur la politique sectorielle, on s'est appuyé en fait sur une expertise qu'on avait en interne, une personne qu'on a recrutée dans le domaine de la finance durable. Et en fait c'est quelque chose qu'ils appliquent dans tout ce qui est investissement durable. Ils ont des politiques d'exclusion. Et donc nous on s'est beaucoup inspiré de ça. On a défini effectivement des secteurs d'activité pour lesquels on ne veut pas travailler. Et effectivement ça nous est déjà arrivé de renoncer à du business où on était juste simplement sollicité en plus et qu'on n'aurait pas forcément eu beaucoup d'efforts, etc. Et donc on a été amené à renoncer à du business. Et puis après, il y a aussi toute cette logique qu'on a en interne où, comme on suit cet objectif de durabilité de notre activité, on va tout le temps regarder est-ce que si on accepte cette mission-là pour un tel ou tel acteur, ça veut dire que quelle est la finalité aussi. Je l'explique. On va regarder aussi à la fois le type d'acteur pour qui on va travailler. Donc, l'entreprise peut ne pas être dans nos secteurs exclus et bannis, mais pour autant nous proposer une mission qui va pas avoir un impact à finalité durable. Donc, on va à la fois regarder le secteur d'activité, mais aussi, du coup, le type de mission auquel on serait amené à répondre. Donc, ouais. Et ça, la manière dont tu le racontes, on a l'impression que c'est un truc qui est quantifié. Chez vous, comment ça marche? Parce que ça peut, autant qu'il y ait une petite exclusion et que tu dises, si je vais forer du pétrole offshore ou si je fabrique des mines à sous-munitions, pour pas citer des acteurs français qu'on peut connaître là-dessus, je travaille pas avec Actionnable, ça encore ça s'entend, mais comment tu arrives à piloter cette durabilité globale de ton action? Ouais, c'est au niveau plus de notre directeur commercial. Il analyse en fait, pour chaque opportunité, on suit en fait son pourcentage de durabilité et du coup on est capable à temps réel. Mais ça qui m'intéresse, c'est quoi un pourcentage de durabilité? Ouais, on va se focaliser sur le chiffre d'affaires
qui pourrait être généré du coup par l'opportunité, et du coup on qualifie. Est-ce que c'est du coup à 0% parce qu'on voit aucun impact à finalité durable, est-ce que c'est 100% dans ce cas-là on voit, et puis parfois il y a des zones un peu et tu mets des pondérations quoi. Et on pondère effectivement, c'est ça. D'accord. Donc, mais c'est quelque chose qu'on suit nous au niveau du CODIR de manière mensuelle, et qu'on communique à l'équipe tout le temps. Et parce que c'est un indicateur direct de mesure de l'atteinte entre guillemets de ta mission, ou en tout cas à quel point t'es cohérent avec ta raison d'être quoi. C'est ça. Ce qui en fait un levier de business qui est hyper ancré jusque dans le suivi de ta perf commerciale quoi. Oui, et ce qui pour le coup est hyper intéressant en termes de à quel point t'as pu pousser cette réflexion là au lieu de juste dire nous donnons du sens grâce à l'intelligence artificielle et puis voilà quoi. Oui, c'est ça. exact. Ouais, et puis et concrètement aussi ça va encore un petit peu plus loin, c'est que chaque associé a aussi des objectifs qui sont basés qui des objectifs du coup et sur lesquels leur rémunération variable sera t'as un variable qui est indexé aussi sur la durabilité du portefeuille d'émissions en gros. Ce qui est aussi quelque chose que plutôt je crois les grandes entreprises ont tendance à mettre en place progressivement, et du coup qu'on a aussi voulu s'appliquer à nous-mêmes parmi toutes les bonnes pratiques qu'on a pu identifier quand on se lance vraiment dans cette démarche RSE quoi. Okay. Et puis en plus ça leur fait une contrainte de plus parce que déjà un partenaire il a quand même globalement parce que dans les grands caps je crois que ils ont beaucoup de REM variables qui dépendent beaucoup de en gros ce qu'ils vendent et de leur propre PNL quoi. Oui. Alors, du coup c'est un compte de résultats parce que moi aussi j'utilise les sigles en anglais. Mais en gros donc en plus de ça tu leur dis qu'ils peuvent développer leur business mais pas n'importe comment quoi. Ah mais c'est ça. Ouais. Et puis après pour compléter encore peut-être un autre truc qui me semble très important aussi, c'est ce que je disais un peu sur la gouvernance et par rapport à la transparence vis-à-vis de l'équipe, c'est que on a instauré aussi un comité éthique et RSE, et donc qui a lieu tous les 6 mois et qui peut être aussi sollicité par n'importe quelle personne de l'équipe de manière exceptionnelle. Et en gros, pas plus tard que cette semaine. Est-ce que ça arrive du coup? Ouais. Pas plus tard que cette semaine, une personne nous a dit j'ai vu que dans justement cette liste des opportunités, on commence à discuter avec X client, je vais peut-être pas le nommer, et du coup, je me questionne par rapport à notre politique d'exclusion, je me questionne par rapport à ce qu'on a envie de faire dans ce secteur-là, et du coup, voilà, dans la semaine, on a fait une réunion dédiée et on s'est fait un avis tous ensemble avec du coup des personnes de l'équipe et le comité de direction pour savoir est-ce que vraiment on avait envie de répondre de continuer les discussions avec ce type de client. Donc ça, et dans ce comité, on va aussi avoir du coup pas mal de discussions sur l'éthique des affaires. On va regarder les controverses aussi de tous nos clients. Est-ce que sur ces 6 derniers mois, il s'est dit des choses dans l'actualité ou il s'est passé des choses dans l'actualité qui feraient qu'on n'aurait plus trop envie de travailler avec tel ou tel client. Ça aussi, c'est déjà arrivé. Donc, du coup, que tu droppes un client. Exactement. Ok. Pas facile à prendre comme décision, hein, mais non, mais c'est pas l'objet, mais c'est intéressant parce qu'en fait t'en parles de manière très naturelle. Je t'assure que pour plein de boîtes c'est pas naturel. De dire non mais c'est bon, on perd le business quoi. T'as signé un contrat, je sais pas, 1 million sur 3 ans, je dis n'importe quoi. Hein. Donc je ne sais pas de quel client il s'agit du coup. Tu dis non on arrête quoi. Du coup derrière t'as des consultants qui sont plus staffés, t'as un partenaire qui est pas content, t'as probablement calé ton cycle de recrutement sur le fait que t'allais avoir X activités qui fait X consultants parce qu'en gros c'est comme ça que marche le modèle du conseil. Et d'un seul coup tout ça disparaît quoi. Donc c'est quand même pas facile à gérer pour toi. C'est ça. Pour moi et puis c'est sûr que pour l'entreprise et puis pour les gens qui sont commerciaux, c'est hyper dur de dire je vais pas prendre ce chiffre d'affaires et tout ça. Donc non mais c'est que vraiment on est tous orientés sur cet objectif où on veut de la durabilité dans notre activité. Et du coup, ce qui est bien, c'est que comme on est tous alignés, tout le monde finit par accepte ou finit par accepter quand la décision elle est un peu plus difficile, quoi. Mais, non, c'est vrai que c'est pas anodin. Mais c'est un principe directeur extrêmement fort, quoi. Très très fort. Ouais. Okay. Et alors on a beaucoup parlé comme si c'était un risque, comme si c'était difficile, comme si c'était une barrière pour plein de choses, etc. Mais à l'inverse, est-ce que ce nouveau positionnement a eu des effets bénéfiques pour votre business? Je pense que oui, mais aujourd'hui comme on n'a encore pas fait cette transformation totalement, je pense que ça reste encore quelque chose qui est encore pas à risque parce qu'on est sûr de notre trajectoire, mais aujourd'hui oui, je pense que du coup ne serait-ce que de se dire qu'on a réussi parfois à certains clients, anciens
clients à s'intéresser à ces sujets-là, bah déjà c'est quand même une super victoire, et continuer à faire du business en les orientant vers des sujets qui sont développement durable, bah c'est génial. Mais du coup, mais pour l'instant en volume, il y a pas, je pourrais peut-être pas dire que. Non mais ton l'effet volume entre guillemets, il va suivre à un moment donné, mais même dans la manière dont t'approches tes clients, dont t'as une certaine crédibilité. Exact. En fait, si tu veux, l'exemple que je prends souvent, c'est pour quelqu'un qui se lance. Faut pas proposer tout et n'importe quoi, parce que t'irais pas forcément manger dans un restaurant qui va te faire des pizzas, des sushis et un kebab, tu vois. Tu te dis, c'est un peu, ça va pas être très bon. Oui. Et du coup, ce positionnement un peu plus niché peut peut-être te donner une crédibilité un peu supérieure par rapport à certains clients, quoi. Non, tu fais bien de le mentionner. Effectivement, aujourd'hui, on a vraiment beaucoup gagné en visibilité sur le marché. On est beaucoup plus identifié. D'ailleurs, on se parlerait peut-être pas si c'était pas le cas. C'est vrai. Ouais, non, mais bien sûr, c'est mon côté RH humain qui voit peut-être moins la partie commerciale, mais effectivement c'est tout à fait vrai. Non, on a gagné énormément en visibilité, c'est certain. On a aussi, et c'est ce qu'on recherchait d'ailleurs à travers ce positionnement, c'est vrai, on a plus de leads d'opportunités qui nous viennent. Vraiment, ça passe. D'opportunités qui nous viennent sans en entrant, quoi. Que en entrant, et voilà, et sans effort particulier. Donc ça, c'est clairement exactement un des objectifs qu'on s'était fixé en choisissant ce nouveau positionnement. Et puis bon, après c'était plus business la question, mais clairement côté équipe, c'est beaucoup plus. Justement, on va parler du côté équipe aussi, parce que t'as quand même pas choisi donc toi t'es DRH, donc tu pilotes aussi les aspects recrutement et marque employeur, j'imagine. Oui, bien sûr. T'as quand même pas choisi le challenge le plus facile, parce qu'entre guillemets, faire venir des profils, déjà recruter des profils data, globalement, c'est des profils qui sont extrêmement courtisés sur le marché. Alors, je sais pas exactement quel type de profil tu recrutes, etc. Est-ce que c'est que des devs ou pas, mais dans tous les cas, c'est un marché qui est en tension, tout le marché est en tension surtout. Et par ailleurs, les cabinets de conseil traditionnels, c'est quand même un secteur qui est relativement sinistré en termes de réputation, parce qu'il y a plus grand monde qui veut y aller, que le mythe de travailler dans une tour à la Défense en costard ne fait plus rêver les gens, que c'est plus ça qu'ils cherchent aujourd'hui, et que tu te traînes une réputation de gros horaires, culture à moitié toxique, t'es un numéro, etc., etc. Donc voilà. Comment ça se passe pour toi? Comment est-ce que tu arrives à faire venir des gens, et à quel point ce positionnement est aidant, quoi? Ouais. Donc je confirme en tout cas déjà la difficulté de recrutement de ces profils et le marché hyper intense, actif sur le sujet. Enfin, nos profils, ce sont plutôt des profils, alors à la fois business, mais plutôt école de commerce, etc., mais aussi du coup surtout des profils ingénieurs, donc des data scientists, des data engineers. Donc très compliqué de recruter ce genre de profil. C'est sûr que ce positionnement, il est très aidant dans la démarche de marque employeur et du coup être capable de capter des candidats. Aujourd'hui, même en faisant de la chasse directe, on voit qu'on a beaucoup plus de retours que ce qu'on pouvait avoir par le passé. Après, on a aussi la chance d'être du coup un petit cabinet de conseil, et ça, je pense que ça peut aussi attirer. C'est clairement ça attire. Pour donner une idée, vous êtes combien aujourd'hui? On est 35 aujourd'hui, ouais. Et du coup, c'est clairement ça attire vraiment des profils qui se retrouvent pas justement dans ce que tu présentais. Tu as passé 10 ans chez Accenture, donc oui, tu vois la différence, quoi. Exactement. Et du coup, c'est une autre ambiance de travail. Et puis on espère en tout cas, et je pense que l'histoire nous donne raison. Mais pour l'instant, on a réussi à appliquer des choses qu'on a trouvé bien justement dans ces grandes entreprises qui sont très formatrices, qui sont. C'est globalement un 3e cycle universitaire, quoi. C'est ça. Ces boîtes-là, c'est souvent présenté comme ça. Et c'est exactement ça. Et tu apprends plein de choses, mais par contre, il y a très peu de gens qui ont vocation à y rester plus de 5 ans au final, quoi. Oui, ouais, c'est. Encore 5 ans, c'est bien. C'est ça. On est passé de 3 ans plus tôt, ouais. Mais du coup, oui, non, du coup, on a essayé de conserver cette partie. C'est très formateur avec du coup plein de profils qui sont quand même issus de ces grands cabinets qui sont aujourd'hui chez Actionnable. Et puis, du coup, rien que le fait de m'avoir recruté assez tôt aussi dans l'histoire, c'est que depuis le début, en fait, l'humain, il était vraiment au centre de cette histoire Actionnable. Et du coup, on met l'accent sur les évolutions de carrière, sur la formation. Donc, on continue de travailler sur cette marque employeur dans tous les cas, et cette culture d'entreprise qui est vraiment orientée humain, équipe. Parce que ça, d'ailleurs, ce que tu soulèves un point qui est intéressant, c'est pas anecdotique de faire venir un DRH. Vous étiez combien dans la boîte à ce moment-là? 2, 3? Le premier recrutement, le premier entretien, quand on m'a contacté, il y avait moins de 10 personnes. Moins de 10 personnes, ouais. Donc il y a quand même pas tant d'entreprises que ça qui font venir des RH à ce stade-là. En plus, tu pourrais te dire sur un modèle conseil, j'imagine que les fondateurs de la boîte sont d'anciens partenaires ou SM ou trucs comme ça, anciens managers de grandes boîtes. C'est ça. Globalement, tu sais piloter une équipe, quoi. Donc tu te dis
Pourrait te dire j'ai pas besoin d'une RH. Exact. Et ouais, du coup, enfin, qu'est-ce qui a motivé cette volonté de te faire venir aussi tôt? Du coup, à part que tu es évidemment excellente, mais ouais, non, enfin, moi vraiment, je me suis posé ces questions-là quand je suis arrivée. Enfin, ça s'est fait par réseau, donc j'étais plutôt intéressée de comprendre et puis dans l'absolu, l'histoire d'une petite structure de conseil que je connais, et du coup, ça pouvait être hyper intéressante. Mais c'est vrai que le timing du recrutement, je l'avais pas bien saisi. Et en fait, enfin, quand Wanda, le cofondateur, m'a expliqué ses intentions de croissance et du coup l'intérêt déjà humain qu'il y avait depuis le départ, je me suis dit que oui, s'ils veulent construire un modèle de gestion de carrière, s'ils veulent mettre en place des plans de formation individuels, collectifs, s'ils veulent créer une animation, une ambiance d'équipe, etc., ça veut dire que j'ai ma place dans cette équipe là. Donc et puis assez vite en plus ça s'est concrétisé et derrière on m'a fait confiance et du coup le fait de me positionner après en tant qu'associé, c'était un nouveau signe que j'ai trouvé de vraiment l'humain compte dans l'entreprise et c'est pour toujours, quoi. Oui, parce que c'est pareil, c'est pas si souvent le cas en fait que le DRH soit aussi un partenaire du cabinet. Oui, j'ai pas beaucoup d'exemples effectivement autour de moi. Je saurais pas trop dire effectivement si c'était, mais enfin je crois pas en effet que ça soit quelque chose de très pratiqué même dans les petits cabinets de conseil. Oui, effectivement. Et alors, du coup, ça nous amène à un autre sujet parce que, alors effectivement, tu mets en avant ta marque employeur et auprès de tes candidats votre raison d'être et le sens qu'il y a derrière, ce qui est déjà quelque chose de très différenciant. Mais, enfin, je peux me dire si j'ai tort, mais à titre personnel, je suis pas convaincu que ça suffise aujourd'hui à faire venir les gens, parce que tu peux aussi avoir des entreprises qui vont être très missionnaires, mais dans lesquelles tout est mis au service de l'atteinte de cette mission, et du coup, en fait, tu te retrouves à presser les gens, parce que, en fait, qu'il y a, la cause est plus grande que toi, et du coup, entre guillemets, ça, l'aspect humain, et du coup, culture, entreprise, avec tout ce qu'elle a de concret et de quotidien, n'existe plus tellement en fait. Et alors donc du coup ma question c'est aujourd'hui, à part cette raison d'être, comment tu décrirais la culture? Qu'est-ce que tu as mis en place, ne serait-ce qu'en, tu vois, je passe des exemples de pratiques un peu différenciantes qu'il y a chez Actionnable, et comment ça se passe, quoi. Ouais, je sais pas si j'ai du mal à répondre à cette question. Alors, je peux t'aider si tu veux. On est arrivé. Tu m'as montré une grande salle de réunion. Tu m'as dit, ça bosse. Tu me fais non, ça bosse pas tant. Là, c'est un rituel qu'on a où en gros, on est en train de poser toutes nos questions à une personne de l'équipe parce qu'on veut mieux le connaître. Oui, c'est sûr. Mais du coup, c'est vrai que, non, on fait vraiment beaucoup de choses en interne. Mais du coup, choisir un ou deux exemples me semble. Je en dis si tu veux. non. Après, je sais pas. Je pensais à un truc, mais qui était peut-être anecdotique, mais qui pour nous veut dire quand même pas mal. C'est déjà la culture du qu'en penses-tu. Alors ça peut paraître un petit peu trop d'ailleurs quelque chose d'automatisé, etc. Mais chez nous en fait dès que quelqu'un propose quelque chose, on veut connaître l'avis des autres. Donc, du coup c'est quelque chose qui est vraiment hyper ancré dans notre manière de fonctionner. Quelque chose de très participatif dans le style, quoi. Ouais, c'est ça. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui a un marqueur fort, et même parfois les gens rigolent parce que on s'attend déjà à la question avant même que le point soit c'est bien, c'est bon que c'est un truc très très culturel et très ancré pour le coup. Oui, vraiment. Et d'ailleurs c'est issu d'une formation qu'on fait faire à un peu tout le monde. Je sais pas si je dois faire de la pub pour certains organismes, mais en tout cas qui du coup recommandent ce genre de pratique. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est hyper ancré dans notre manière de faire en interne. D'ailleurs, que ça soit mail ou oral, etc. On est beaucoup sur ça. Okay. Après, moi je pense que c'est peut-être qu'une autre pratique, c'est quelque chose qui je pensais peut-être à ce qu'on a appelé nous la task force RSE, c'est que vraiment en interne on s'est emparé du sujet aussi RSE. On fait pas que pour nos clients, on fait aussi beaucoup pour nous, et ça c'est quelque chose qui est beaucoup apprécié par l'équipe. On travaille sur les éco-gestes, on travaille sur la diversité femmes-hommes, on travaille sur plein de sujets qui nous concernent, qui sont aussi de notre réflexion sur la RSE au global. Et du coup ça c'est bien ancré quand même dans notre culture. Du coup c'est aussi pour dire que au-delà du business, on fait aussi pas mal de choses en interne, et c'est quelque chose, et du coup c'est vraiment un diffus dans toute l'entreprise, quoi. Tu vois, je reprends l'exemple que tu m'as donné tout à l'heure. Tu parlais du comité éthique et RSE que vous avez, et tu me dis n'importe qui peut venir dire oui voilà, dans le pipe il y a tel client, et je me questionne. Ça dit quand même quelque chose culturellement de ta boîte, parce que c'est pareil, il y a d'autres cabinets, grands ou petits, où si le junior vient dire oui, tel client on va pas le prendre, l'associé, s'il est sympa, il va lui mettre une tape sur la tête en disant t'es gentil mon petit, mais c'est moi qui m'en occupe. Et s'il est pas sympa, ça aura plus de conséquences. On va le remettre à sa place, quoi. Non, c'est vrai. Mais du coup, oui, c'est vrai notre écosystème, il est quand même très
Enfin, il y a plein de choses qu'on essaie de faire pour l'équipe. Du coup, souligner un truc en particulier, c'est plus difficile. Mais c'est vrai que c'est ce genre de pratique qui est bien ancré dans notre culture. Ouais, complètement. Et qui, au final, sont assez représentatifs de votre culture, quoi. Oui, complètement. Et justement, tu parlais de la RSE en interne aussi. Et donc, j'imagine que derrière, il y a une notion d'exemplarité et de cohérence par rapport à tes clients. Enfin, si tu peux pas trop aller voir tes clients en leur disant oui, il faut que vous réduisiez votre empreinte carbone et débarquer toi-même en hélicoptère. Ça paraît compliqué. Et donc, du coup, vous avez fait le choix assez tôt, je crois, de passer B Corp. Ouais. Tu me disais, je crois que vous étiez questionné entre ce label et un autre. Label, ouais, exact. Et vous avez plutôt fait un bon choix, du coup, finalement. A priori, ça a l'air de, mais bon, après, c'est plus que, on a identifié qu'il était un peu plus international et comme on a une filiale au Canada, on s'est dit que ça aurait plus d'impact probablement dans notre business, mais, oui. Et alors, du coup, vous l'avez fait quand et comment ça s'est passé, ce process? Parce que, il y a de plus en plus de boîtes qui passent B Corp. Pour autant, c'est un process qui peut sembler assez exigeant. Du coup, bien que tu nous racontes comment ça s'est passé. Ouais, en fait, dès l'été 2019, là, le fameux moment où on se dit, encore une fois, on va faire ce changement-là, mais il faut absolument qu'on trouve, le moyen de dire au marché qu'on est hyper volontaire et qu'on veut pas faire du greenwashing. Et on a assez vite compris que justement, ce label B Corp pourrait nous aider à affirmer sans que ça soit nous en fait qui l'affirmions directement et donc du coup on essaie de mieux comprendre, on creuse les différentes options et on se lance vraiment qu'en janvier 2020. Je crois qu'on obtient la certification que en septembre 2020. Donc on a mis pratiquement 9 mois à l'obtenir. Oui, c'est pas choquant, je pense, en termes de délai. Surtout que vous étiez encore pas beaucoup à l'époque. On n'était pas beaucoup, on était une vingtaine, 20, je crois. Ouais, c'est ça. Et mais globalement, ce qui nous a, le plus compliqué dans cette certification, pour nous, ça a surtout été de formaliser. Mais il faut documenter énormément. Ouais, c'est ça. Pour regarder donc le BIA, le Business Impact Assessment, je crois, qui est en gros une espèce de liste infinie de 200 questions et ce qu'on te demande dedans. Il y a des choses dedans, il y a des questions qu'on te pose que toi-même tu t'es jamais posé dans une boîte où t'es 20. Enfin, ça paraît, c'est très loin de tes réalités parfois. Et du coup, ça t'oblige à faire évoluer tes pratiques aussi, quoi. Ouais, c'est ça. À ce moment-là, on verbalise, on écrit, on formalise notre code éthique des affaires, des choses qu'on fait dans l'absolu, mais qu'on s'est jamais contraint à écrire, quoi. Et puis plein d'autres choses, une politique des achats durables, tout un tas de... C'est exactement ça, la même chose par rapport aux fournisseurs, etc. Exactement. Il vient, je lui donne de l'argent, il me donne quelque chose en échange, et voilà, quoi. c'est ça. Après, par rapport à l'équipe, on avait commencé quand même à être plutôt pas mal sur le formalisme, mais ouais, tout ce qui était client, satisfaction client, des choses qu'on faisait pas encore à ce moment-là très clairement, donc ouais, on a dû pas mal formaliser nos pratiques pour l'obtenir, mais non, c'était hyper intéressant en fait du coup de se questionner sur toutes ces pratiques. Effectivement, on vend souvent presque plus le chemin que l'assertif quand on en parle à nos clients aussi. Mais en fait, ça va t'obliger à te questionner et à changer. Et justement, est-ce que toi, t'as l'impression que l'entreprise en retirait des bénéfices de cette mise à niveau, entre guillemets, sur ce standard international? Ouais, je dirais que nous, on avait plus eu le sentiment de venir acter quelque chose qu'on faisait, mais quand même, ce chemin a été important pour la formalisation, pour partager du coup des bonnes pratiques aussi avec l'équipe et le management. Donc, il y a eu beaucoup de choses qu'on a pu concrétiser, je dirais, grâce à cette certification. Là, par contre, ce qu'on est en train de faire, c'est que du coup, on doit la repasser en 2023. Et donc, tu dois progresser sur ton score à chaque fois, hein, c'est ça? Ouais. Et du coup, on est déjà en train d'identifier sur quoi on pourrait s'améliorer et du coup, commencer à mettre en place des actions, des processus. Alors justement, c'est quoi la suite de l'ambition RSE pour Actionable? Alors, du coup, nous, on a fait pas mal d'actions, des choses qu'on faisait pas avant, notre propre bilan carbone, du coup, évaluer un peu mieux notre impact carbone, tout simplement. Donc, c'est dommage de le faire pour les autres et pas de le faire soi-même. On progresse un peu sur les aspects environnementaux, mais bon, il y avait déjà des décisions qu'on avait prises il y a quelques temps, type ne plus prendre l'avion, réduire drastiquement du coup l'avion. Oui, ça, je pense que de toute façon depuis 2 ans, les cabinets ont compris que ça servait plus à rien de payer 10 000 balles pour des retours en business alors que tu peux faire une visio, hein. C'est ça. Mais nous, on faisait un voyage à l'étranger avant. Oui, en séminaire. Et en séminaire, et du coup, on s'est dit non, stop. Donc ça va faire 2 ans maintenant qu'on le fait plus. C'est souvent la décision dure à prendre, hein, quand même. L'équipe mais vous comprend parce que du coup, ils sont très concernés par le sujet. Donc non, la suite pour nous, c'est de travailler encore sur les aspects environnementaux. On s'est engagé aussi sur SBTi, donc c'est
une organisation scientifique qui vient acter si oui ou non on est capable de rester sous les 1,5 degré d'impact sur l'impact climatique en dessous de 1,5 degré. Donc en gros, qu'on va pouvoir prendre des actions qui n'auront pas un impact climatique extrêmement significatif. Et ils font ça à l'échelle d'une entreprise? On fait ça à l'échelle d'une entreprise, ouais, tout à fait. Donc du coup, si jamais ils te disent non, c'est votre faute. Que actionnable si on dépasse 1,5 degré. Non, après, je rigole, mais c'est juste pour mieux comprendre en gros, c'est plus que c'est engageant pour l'entreprise de se dire que on va obtenir cette certification. Mais derrière, pour l'instant, je crois que ce certificat doit vraiment beaucoup progresser sur justement le côté coercitif des engagements qui sont pris. Mais donc du coup, pour répondre à la question, donc, beaucoup sur les sujets environnementaux encore où on peut s'améliorer, et après côté diversité, on continue encore de s'améliorer, on n'est pas encore à la parité dans nos équipes, donc on a identifié différents sujets comme ça. Sur l'aspect sociétal aussi, on pense qu'on peut encore avoir un peu plus d'impact qui soit aligné avec notre business et aussi du coup avec un impact favorable pour la société. Donc, c'est à peu près ça les 3 grands enjeux qu'on a identifiés. Et alors, effectivement, c'est des ambitions pour l'aspect RSE. Oui. Et alors justement, c'est quoi, d'un point de vue business, l'ambition aujourd'hui d'Actionnable, jusqu'où ça a vocation à aller, et du coup, comment est-ce que tu articules ces enjeux de croissance avec cette volonté de garder un impact entre guillemets positif environnementalement et sociétalement parlant? C'est vrai, ouais, c'est une très bonne question. Nous, on vise une croissance qui reste, si on regarde l'historique d'Actionnable, on a certes cru, mais c'est pas. Tu feras pas 1000% de croissance comme une scale-up, ça exactement. C'est certain. Nous déjà, on reste autofinancé aujourd'hui. On n'a pas d'investisseurs externes où on va lever des fonds, donc on vise pas une croissance. Ça existe beaucoup dans le modèle de conseil, ça, la levée? C'est peu aussi. Ouais. La levée. Ouais. Parce qu'on le voit sur des modèles tech en gros. Enfin, comme il y en a plein qui défilent à ce micro d'ailleurs. C'est clair, ouais. Mais sur le modèle conseil, ça a moins de sens. C'est moins le cas. Ouais, c'est vrai, c'est clair. Mais du coup, on tient plutôt pas mal à ça, de garder notre indépendance. Donc du coup ça c'est un moyen du coup de se dire qu'on va pas faire, enfin c'est clair que sans investissement externe non plus on pourra pas faire une croissance forcément exponentielle, donc ça garantit un petit peu ce côté-là. Et après notre enjeu il reste que du coup nous on va accompagner nos clients pour les transformer, donc on va toujours viser ce pourcentage de durabilité de notre activité d'affaires oui, effectivement. Donc c'est vraiment ça notre enjeu. Et là aujourd'hui je disais on est à la moitié du chemin. Je pense qu'on aimerait bien, après on est précautionneux, mais qu'à horizon 2025 on soit vraiment proche de 80% de notre activité. T'as peur que ton équipe te le ressorte en 2025? Tu as dit ce podcast en 2022. J'ai entendu. Mais bon, on leur a déjà partagé. On leur a déjà ouais, c'est ça. On leur a déjà partagé, mais enfin c'est une ambition. Après il faudra que. Mais le principe d'avoir une ambition, c'est se donner un cap et d'avoir un objectif à atteindre. Soit on l'atteint, soit on l'atteint pas. Et si on l'atteint pas, on en aura appris les trucs. Tu vois. Exactement. C'est exactement ça la vie. Effectivement, ça peut pas être très engageant. Quoi. Et en même temps, si tu t'en fixes pas, bof. Oui. Et oui, et justement, et en fait, c'est aussi intéressant parce que du coup, dans cette croissance-là, tu vas avoir tes enjeux de recruter forcément plus de gens parce que, en gros, pour expliquer, pour ceux qui écoutent, le modèle du conseil, c'est assez simple. Tu vends des consultants fois des jours fois un prix, et c'est pas un modèle qui est scalable au sens où on peut en parler quand on parle de scale-up, etc., où tu vends le même produit à X 1000 clients, ça te coûte toujours de le faire. Oui. Là, il te faut des gens pour faire l'émission. Donc, du coup, tu as toujours cet enjeu de cycle et de levier à équilibrer. Oui. Donc, tu vas devoir scaler ton recrutement et tu vas devoir aussi mettre en place des choses pour faire rester les gens dans un univers où, pareil, tu peux avoir des gens qui vont pas mal changer pour faire des gaps de salaire, comme on dit dans ce secteur-là. Oui. Du coup, c'est aussi justement, tu t'occupes beaucoup du développement des consultants, du développement humain, etc. Qu'est-ce que tu mets en place en termes de rétention aujourd'hui chez Actionnable pour que les gens aient envie de rester et de se projeter dans ce projet d'entreprise, justement? Je crois que c'est eux qui nous le disent. Je crois qu'ils sont plus de 80% à dire que, je pense que notre atout numéro 1, je crois même c'est 90% dans les dernières enquêtes, mais c'est notre ambiance, c'est la proximité, c'est la communication qu'on peut avoir et le fait qu'il n'y ait pas spécialement de hiérarchie. On peut aller voir le chef de l'entreprise, notre proximité aussi au niveau RH, etc. Donc je pense que c'est ça l'élément fondamental. Et après, ça suffit pas. Du coup, on fait vraiment sur chacun des points. Je crois que je le mentionnais un petit peu tout à l'heure, mais sur la formation, je pense que c'est quelque chose qui est très important pour eux et elles. Et du coup, on s'engage vraiment à définir un plan de formation. On met tous les systèmes un petit peu en place qui sont dans des grandes structures, mais qui nous permettent de projeter les
les gens. Donc, on fait des entretiens annuels, on fait des entretiens à mi-année, on fait des processus de promotion 2 fois par an, et du coup, on essaye on se soucie aussi beaucoup des sujets de mission, sur quelle personne va être. Toujours un enjeu sur les stages, être content de son staffing. Oui, exactement. Donc les affectations sur les missions qui sont très importantes, donc prendre en compte les besoins, les intérêts des uns et des autres. Et il y a chez nous aujourd'hui, on a un peu du coup des personnes qui étaient historiques aussi très orientées data IA, un peu moins développement durable et inversement. Et du coup c'est toujours une petite gymnastique pour arriver à positionner du coup les personnes au bon endroit. Donc ça on met pas mal d'efforts. Une fois par semaine, on en discute et c'est quelque chose qui est assez important pour l'équipe. Et voilà. Après, peut-être un autre point qui peut être intéressant, c'est sur la rémunération. Du coup, le fait d'être l'équivalent d'une start-up, même si on est vraiment un cabinet de conseil. Du coup, c'est qu'on a pu mettre en place les BSPCE. Je sais pas si ça parlera à tout le monde. Tu vois, je veux bien que tu expliques rapidement le dispositif. Je pense qu'il y a plein de gens qui connaissent le terme de BSPCE, mais qui vont dire ouais, je connais. Mais en vrai, et comment ça marche exactement derrière? Si t'as 1 minute pour raconter ça, oui, je peux ça serait utile, je pense. Je peux essayer. En fait, c'est l'idée du coup de donner des bons d'achat d'actions de l'entreprise aux salariés. Alors et aussi ce qui peut j'expliquerai comment c'est utilisé dans d'autres entreprises, mais donc du coup c'est que les associés décident de libérer en fait des actions de l'entreprise, voilà, qui sont définies à un prix qui est en général sous-évalué. Oui, t'as un prix d'exercice. Un prix d'exercice, exactement. Et du coup, au moment où il y a un événement de liquidité, généralement, ça veut dire soit un rachat, soit un petit peu d'investissement externe ou autre, ou que au moment où on finit du coup sa période d'exercice, qui est en général entre 2, 3 ou 4 ans, ça dépend un petit peu sur les pratiques marché, mais du coup la personne peut, on va acter du nouveau prix en fait de l'action, et la personne va pouvoir réaliser une plus-value en fait entre le prix qui a été fixé en amont et le prix à la date identifiée. Et donc là, l'idée, c'est que les personnes puissent être intéressées et vouloir rester en fait dans l'entreprise. C'est ça vraiment l'objectif. Ça devient un peu leur boîte, quoi. Exactement. Parce qu'en gros, tu peux acheter une action, on te donne le droit d'acheter une action à 1, et si demain l'action vaut 4, tu l'achètes à 1, tu revends à 4, quoi. Et du coup, tu fais 3 de bénéfices, quoi. C'est ça, exactement. Avec un peu d'imposition au passage. Oui, bien sûr. Mais c'est exactement ça. Donc, plutôt, avec la croissance de l'entreprise, logiquement, les personnes qui acceptent de rester, forcément, devraient pouvoir. Et c'est pareil, c'est une pratique assez innovante, je pense, dans le secteur conseil, quoi. Conseil, par contre, ouais, pour le coup, là, ça, c'est assez différenciant. Parce qu'on est souvent sur des structures de capital qui sont assez incompréhensibles quand on est sur des grosses boîtes. Oui. Même les très grands cas étaient des partnerships avant, c'est-à-dire qu'on les associés se partageaient le capital. Aujourd'hui, je suis plus sûr que ce soit complètement le cas. Non, parce qu'en fait, il y a trop d'associés, je pense. Oui. Il y en a encore certains. Alors faire rentrer tout le monde au capital de sa boîte, ouais, c'est ça. Et puis c'est un marqueur fort, effectivement, de dire, on a envie que tu t'impliques et que ça soit ta boîte, et ça rejoint ce que tu disais avant, de tout le monde a un avis à donner. Oui. Que tu sois du premier au dernier échelon, entre guillemets, c'est aussi ta boîte, donc tu t'impliques dedans, quoi. C'est ça. Et ce que tu soulignes là, c'est intéressant, c'est que ce qu'on voit nous, dans les startups, ou ce qu'on a analysé, c'est que généralement, c'est peut-être quelque chose qui va être plus attribué à des profils plutôt d'un niveau manager, donc avec. Ça dépend quand tu rentres, mais oui. Ouais. Mais du coup, oui, ça dépend aussi quand tu rentres. Mais voilà, nous, on a fait ce choix aussi que ça soit toute l'équipe qui en bénéficie de manière plus ou moins intense, mais que tout le monde puisse en avoir. Donc, c'est un peu différenciant aussi. Ouais, c'est un sacré choix pour le coup. Et effectivement, ça t'a bien marché en termes de rétention derrière, quoi. Ouais, ça participe. Après, nous, justement, on s'adresse à des personnes qui aujourd'hui sont très orientées, qui se questionnent beaucoup sur le capital aussi d'une entreprise. Ah oui, et donc, du coup, ça convient à beaucoup, mais il y a toujours des personnes qui vont peut-être pas se sentir très concernées aussi par ça. Donc, oui, mais après, il y aura toujours des personnes qui seront plus ou moins concernées. Mais en fait, ce qui est intéressant à souligner là-dedans, c'est l'aspect de cohérence en termes de culture, encore une fois. C'est ça. Parce que tu me parles de pratiques et tu me parles de choses qui sont très engageantes comme justement le capital de ta boîte, quoi. Et tout ça dans ton discours en tout cas se retrouve de manière très alignée. Oui. Ce qui montre qu'en fait tu as une culture assez forte et que tu l'incarnes de plein de manières différentes. Donc, oui, à différents niveaux, effectivement. Ouais, ce qui est plutôt un très bon signe. Ok. Écoute, on arrive vers la fin de cette interview. J'ai encore une question pour toi, qui est toujours la question traditionnelle. C'est quel serait le conseil que tu donnerais à un ou une dirigeante qui hésiterait à prendre le temps de travailler sur sa culture entreprise? Ouais.
Alors, je me suis posé cette question, enfin, j'ai vu ta question et je me suis dit que... Disclaimer, oui, effectivement, j'envoie les questions à mes invités en amont pour qu'ils puissent se préparer aux interviews. C'est vrai, j'aurais peut-être pas dû dire. Et après, j'en pose 12 que j'ai pas écrites. Et c'est ça. Du coup, ils me font des grands yeux pendant l'interview. Je confirme, du coup. Mais par rapport à cette question, moi, en fait, ce que je me dis, c'est que c'est hyper important de se poser cette question de la culture d'entreprise. Je pense que c'est aujourd'hui ne pas le faire. Enfin, on rate quelque chose d'un point de vue employeur, c'est sûr. Mais je dirais en fait que c'est plus suffisant. Et pour moi, en fait, il faut aller au-delà de la culture d'entreprise. Je pense qu'il faut justement s'intéresser à son modèle d'affaires carrément et d'aller du coup un cran plus loin encore et de se dire qu'est-ce que je peux faire pour que mon modèle d'affaires il réponde aussi aux attentes de mes salariés, des personnes de l'équipe. Parce que je pense qu'aujourd'hui, avoir une bonne ambiance de travail, travailler sur tout ce qu'on vient de se dire, la rémunération, la formation, etc., c'est indispensable, c'est clé, c'est hyper important. Mais en fait, si même dans ce que les gens vont faire au quotidien, on ne travaille pas, je pense qu'on passe à côté de quelque chose aujourd'hui, en fait. Donc, et complètement. Et effectivement, quand tu dis aller un step plus loin, c'est, comme on le disait tout à l'heure, c'est bien d'écrire des trucs, c'est bien de se dire on a telle valeur, telle raison d'être, etc. Mais en fait, ton modèle d'affaires, dans ce que tu dis, devient une incarnation, en tout cas un reflet de ta culture au sens large, qui est pas juste on a un baby-foot et on fait des réunions sympas. Voilà, quoi. C'est ça. Donc ça a un impact qui peut être très fort et très profond justement. Ouais. Donc moi je dis oui pour la marque employeur, oui pour la culture d'entreprise à 1000%, mais je pense qu'il faut maintenant demander aux entreprises d'aller encore un cran plus loin et d'être exigeants vis-à-vis de leur propre modèle d'affaires. Du coup, et de l'orienter sur les aspects durables. Et ben, je pense qu'on va rester sur cet appel, sur ce cri du cœur à destination de toutes les entreprises. En tout cas, merci beaucoup, Charlène, pour ce moment. Merci. C'était super. Et puis, à très bientôt. Ouais, merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes là, c'est sans doute que ça vous a plu. Si vous voulez nous aider, n'hésitez pas à partager cet épisode à votre boss, à votre ami qui veut monter une startup depuis toujours, ou à toute personne qui pourrait être intéressée par la culture d'entreprise. Vous pouvez aussi vous abonner sur Apple Podcasts, Spotify ou toute bonne application de podcast. Et vous pouvez également nous laisser un avis 5 étoiles de préférence sur Apple Podcasts. À très bientôt pour un nouvel épisode et merci à tous.